Bien, bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne podcast Un couple FJ part en live. Alors un couple FJ, qui c'est? C'est Muriel, Chaser, et Frédéric, moi-même, donc runner, reconnecté depuis à peu près 9 ans et en réunion depuis 2 ans. Et puis ravi de vous partager nos expériences, puisque en fait c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, en espérant que ça vous inspire, en espérant que ça vous apporte des éclaircissements, des éclairages, des prises de conscience. Et aujourd'hui, donc, comme vous l'avez lu, la thématique, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, comment le lâcher-prise aide le runner à revenir à la réunion. Donc là, on est complètement dans quelque chose justement de très personnel dans notre relation. Et puis, moi, je voulais juste commencer en fait par ma définition du lâcher-prise, hein, en tant que runner. Pour moi, le lâcher-prise, c'est vraiment ne plus avoir d'attente. Et puis, je pense que j'y reviendrai là pendant nos échanges. Je voulais aussi dire d'ores et déjà qu'en fait, le lâcher-prise, c'est pas juste l'apanage du chaser, mais ça concerne aussi le runner. Et donc, je suis bien placé pour en parler. Parce que si vous avez écouté un de nos podcasts qui parle des inconvénients du concept, vous avez entendu que j'étais vraiment très pris dans le concept et en particulier par cet aspect très romantisé des retrouvailles et à quel point en fait de lâcher prise par rapport au concept, moi, ça m'a aidé. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Muriel, celle qui est déterminée chaser dans ce couple avec Frédéric. Et je voudrais faire un commentaire là maintenant sur effectivement le fait que moi, dès le départ, en fait, le concept de flamme jumelle, j'y suis jamais vraiment rentrée. Enfin, j'y étais dedans, apparemment, oui, clairement, puisque j'ai bien fini par comprendre à travers Frédéric que j'étais plutôt une chaser, lui un runner. Bon, j'ai eu des infos à travers Frédéric de ce concept, mais ce que je veux préciser, c'est que je me suis jamais vraiment intéressée, en fait, regarder des audios, des vidéos, lis des bouquins dessus, et je pense que ça m'a personnellement, et pour la relation avec Frédéric, et pour Frédéric, je me rends compte maintenant avec du recul, évidemment, hein, que ça a beaucoup aidé, en fait. Le fait que je ne tombe pas dans ce concept qui, pour moi, encore aujourd'hui, quand j'en entends parler, et à l'époque déjà, il y a 9-10 ans en arrière, était un concept euh, trop, euh, trop romantisé, en fait, trop idéalisé, quelque chose, en fait, qui ne me parlait pas, moi, parce que c'était pas assez dans quelque chose d'incarné, euh, de, voilà. Et je me suis rendu compte, bah, je finis quand même, je redis encore quelque chose, c'est que à quel point, en fait, dans ce parcours avec Frédéric, à quel point pendant longtemps ça a mis des bâtons dans les roues, le fait Frédéric soit beaucoup plus justement pris dans ce concept, dans cette étude du concept d'une certaine manière, dans écouter ce qu'on dit sur les flammes jumelles, etc. Alors pour moi, ça a été positif pour une bonne part parce que ça lui a permis d'apprendre, de comprendre ce qui se passait pour une part entre nous, qu'est-ce que c'était que cette relation si intense, si particulière, etc. Moi aussi, hein, ça m'a donné des billes qui m'ont permis de comprendre des choses, clairement. Mais à un moment donné, ça n'a plus été positif, ça a été plutôt délétère quand Frédéric a continué à être dans suivre en fait un peu ce concept, ce qui se disait, les étapes, etc., etc. Et pour moi, ça a apporté à un moment donné plus de blocage dans l'évolution de notre relation qu'autre chose. Donc, et justement, un grand manque de lâcher prise et beaucoup d'attentes en fait. Donc, je te repasse la balle au niveau de la com, Frédéric, parce que je pense qu'à partir de là, tu as plein de choses à dire aussi. Et voilà. Donc, je te laisse la parole. Oui, alors je vais essayer de pas redire tout ce qui a déjà été dit dans dans ce fameux podcast dans lequel on traite du concept et je vous invite vraiment à l'écouter. Maintenant, puisqu'on parle du lâcher prise aujourd'hui, c'est clair que moi qui suis rentré à fond dans le concept, je me suis très vite accroché à plein
de thématique du concept, ne serait-ce que effectivement les étapes, et plus particulièrement évidemment l'étape finale, hein, le fameux Graal, où à me dire bon ben moi je veux accéder là-haut à la dernière marche, quoi. Je pense que c'est assez humain. En tout cas moi c'est dans mon fonctionnement. Euh, de chercher à évoluer et donc du coup à m'attacher et à rester et à ne pas lâcher prise effectivement sur ces étapes où j'en suis là et ça doit se passer comme ça. Je me suis aussi beaucoup attaché finalement à tout ce qui est dit par rapport au profil runner en fait et donc comment dire m'enfermer finalement dans un moule. Et c'est clair que, donc c'est surtout là-dessus que j'aimerais revenir, moi, c'est à quel point le lâcher prise de Muriel, mais dès le départ, puisqu'elle n'est jamais rentrée dans le concept, contrairement à moi, eh ben, m'a aidé quand même petit à petit. Ça a mis du temps, hein, ça a mis vraiment du temps, mais comme si un peu j'avais son discours régulièrement en tête de dire oui, mais ça, Frédéric, voilà, c'est du concept, c'est enfermant, et me dire mais oui, c'est vrai. Il a fallu que je l'expérimente. Et je me demande d'ailleurs à quel point c'est pas quelque chose de propre au runner, et peu importe, en tout cas pour moi, c'est clair. En tant que runner, il a fallu que j'expérimente pour quand même capter ce que finalement Muriel me disait dès le départ, quoi. Mais voilà, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, j'ai dû répéter les erreurs pour comprendre que oui, bah, elle a raison, et donc lâche le morceau, quoi. Oui, donc on va vous donner des exemples concrets dans quelques instants sur ou un ou deux exemples de ces, concrètement comment ça s'est manifesté, le non lâcher prise et éventuellement et aussi le lâcher prise. Moi, pour vous donner un exemple, je vais commencer. Donc, quand Frédéric dit oui, Muriel au départ a assez rapidement lâché prise. Et c'est vrai que de ce que j'entends dans les commentaires, la plupart du temps, ce que je lis ou ce que j'entends sur les commentaires de Chaser, j'ai comme l'impression qu'ils ne se rendent pas compte, les profils Chaser, que la plupart du temps, contrairement à ce qu'ils peuvent dire, ils ne sont pas dans le lâcher prise. Ils ne sont, ils sont beaucoup fixés sur leur route, leur runner, beaucoup dans l'attente. Et comme si c'est parce que le runner va à un moment donné, soi-disant s'éveiller ou soi-disant avoir tel autre comportement, je ne vais pas dans les détails, ben en fait le chaser va pouvoir du coup avancer vers les retrouvailles, la réunion, etc., etc. Enfin, comme si, voilà, lui, je caricature là, mais comme si, en fait, lui, il a tout compris, il a tout vu, il capte la plupart des trucs, et puis il est dans une forme d'attentisme que l'autre se bouge le cul, voilà, pour enfin vivre quelque chose de différent et d'intéressant. Pour moi, là, on est mort. On est mort. Si on fonctionne comme ça en tant que chaser, ça ne va pas du tout. Et même si j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, moi, il y a des choses que je vais redire avec d'autres mots à des moments donnés, parce que c'est important pour moi, pour un chaser. Moi, je parle pour moi dans mon expérience personnelle. Ça a été important pour moi de me remettre en question très vite. Voilà pourquoi très vite j'ai lâché prise. J'ai été plus dans une forme de lâcher prise. On n'y est jamais totalement hein, dans le lâcher prise. Nous sommes des êtres humains et dans cette incarnation d'humain, Walou, ça c'est une expression que j'emploie régulièrement. C'est en fait arrêtons de nous raconter des histoires. On n'arrive jamais à un total lâcher prise. On n'arrive jamais à ne plus avoir d'attente du tout. On n'arrive jamais à une complétude. Arrêtons de raconter tout un tas de trucs. Pourquoi? Parce que l'être humain aime bien se raconter des histoires. Voilà, c'est comme ça. Bon, je ne vais pas trop développer ce sujet-là, mais en tous les cas, bon, si vraiment on se regarde en face dans la glace et que quand on est seul, on s'introspecte et qu'on est vraiment franc avec soi-même et authentique, en fait, on se rend bien compte que oui, on arrive à un certain niveau de lâcher prise à des moments donnés, mais des fois, on ne lâche pas prise de toute façon. Et à un certain niveau on n'attend plus, mais on a quand même des attentes à des moments donnés. Bref, voilà. Donc, je reviens là sur le chaser. Tout ça pour dire, moi, en tant que chaser, je me suis rendu compte très vite que, mais aussi parce que je me suis rendu compte très vite que si je lâchais
si je lâchais la grappe, une forme de lâcher prise à Frédéric, eh ben, je m'en suis rendu compte très vite que ça l'aidait. Mais même s'il n'était pas avec moi, même s'il était séparé de moi, parce qu'on a X séparations, on y reviendra là-dessus à des moments donnés, on a eu X séparations, X retrouvailles, X séparations, X hein, sur un parcours de 9 ans maintenant. Voilà, on n'a pas été 9 ans ensemble, mais on a été souvent ensemble et souvent séparés. Mais tout ça pour revenir. Je reviens, je me recentre là sur le sujet que je veux développer là maintenant, c'est si je me suis rendu compte très rapidement que si je continuais à vouloir aller vers quelque chose dans cette relation, si je voulais continuer à, comment dire, à pas imposer ma vision à Frédéric, mais il y avait un peu de ça quand même, si c'est fort entre nous, on a quelque chose à faire ensemble, tu ne te rends pas compte, c'est intense. Lui aussi s'en rendait compte de tout ça, mais de m'accrocher en fait à ce que ce soit là maintenant, que ce soit là au plus vite, que Frédéric tilte sur des trucs plus vite que le temps le temps qui lui était nécessaire pour capter des trucs, mais comme à moi, sur d'autres plans. Voilà. Et donc, en fait, je me suis rendu compte tout simplement que j'ai lâché prise sur des choses assez rapidement parce que quand je ne le faisais pas, ça accentuait la souffrance dans cette relation, la souffrance chez moi-même, mais aussi la souffrance dans la relation et aussi le fait que Frédéric se barrait plus que jamais. Voilà. Ça a accentué ce phénomène-là. Voilà, moi, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois, je vais finir là-dessus. Moi, je ne témoigne que de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté, qui est un parcours de flammes jumelles, oui, mais qui est unique à nous deux, à moi et à Frédéric. Et je ne cherche à convaincre personne sur rien, en fait. Je ne détiens pas la vérité, je fais que témoigner de ce que j'ai vécu et du fait que, et je le répète, je finis là-dessus, encore une fois, que si j'étais rentrée vraiment dans ce concept, dans l'étude un peu de ce concept et le suivi de ce concept romantisé des flammes jumelles il y a déjà 9 ans en arrière, bah, je pense qu'en fait j'aurais eu un autre comportement, je me serais fait prendre dans les nasses, dans la nasse, dans des sortes de blocages, de limitations de ce qui était dit sur le concept. Donc moi, je tiens à tirer une sonnette d'alarme aujourd'hui. Attention, oui, ça aide de comprendre les choses, oui, ça aide d'écouter des gens qui donnent, bah, comme nous, là, on partage notre expérience, ça va donner des déclics sûrement, ça va aider des personnes. Mais en fait, vivez cette relation et voilà, bon, je m'arrête là. Alors, tu parles de déclic et moi, je voulais témoigner justement de quelque chose que j'estime vraiment important. À quel point tu m'as aidé avec une forme de lâcher prise, parce que lâcher prise, je l'ai dit, pour moi, ça veut dire ne pas avoir d'attente, ou en tout cas très peu, et en même temps, ça ne veut pas dire ne rien faire. Et moi, il y a vraiment là un exemple en t'écoutant qui me revient, c'est à quel point très vite, tu as trouvé une manière de m'éclairer, parce qu'il y a quand même des choses aussi qui me parlent dans le concept, et le fait que le chaser soit l'âme éveillée, la première, ou en tout cas celle qui a éveillé l'autre, ça c'est clair, son runner. Pour moi, ça c'est une évidence, en tout cas je l'ai vécu et revécu tellement de fois. Et donc j'espère que ça va vous aider, ça aussi, hein, parce que je trouve ça vraiment important. La bonne stratégie qu'a trouvé Muriel, c'est ben, quand même de semer des graines, en fait, de dire les choses, mais sans attendre de résultats. Comme semer des graines dans le jardin, mais sans se dire, ouais, mais là, il faut absolument que ça pousse là, la semaine prochaine, quoi, parce que ceci, parce que cela. Donc, non, semer des graines et des graines, et puis attendre. Et c'était d'autant plus peut-être bizarre et parfois difficile. Je me rappelle qu'on en parlait et que tu me confirmeras ou pas, Muriel, mais des fois difficile pour toi parce que les prises de conscience, je les avais en décalage et des fois avec d'autres personnes, mais je le sais très bien maintenant avec le recul. C'est parce que tu avais semé les graines, toi, et déjà ouvert des portes que après, plus tard, quand c'était le bon moment pour moi, et souvent avec des expériences avec d'autres personnes, ben que j'arrivais à effectivement prendre conscience et à évoluer en fait. Voilà, voilà pour moi un bon exemple de à quel point le lâcher prise
Matt Chaser m'a aidé, quoi. Encore une fois, ça ne veut pas dire sans rien faire, semant des graines et sans attendre que ça pousse de telle manière à tel moment. Donc, oui, Frédéric parle de semer des graines et il dit souvent, enfin moi je le remarque là, dans notre échange, elle me disait ceci ou elle me montrait cela. Et parfois je ne disais rien. C'était pas toujours par les mots, c'est par des attitudes aussi, des attitudes, des comportements que vous pouvez aider votre runner, c'est-à-dire des attitudes. Bah, Frédéric, enfin, et puis là j'ai plein de choses à dire, donc des fois j'espère que ce sera assez clair tout ce que j'exprime là, mais c'est qu'en fait, moi, je me suis bien rendu compte qu'à plein de moments donnés, par certains de mes comportements ou de mes prises de conscience ou de mes remises en question personnelles, j'aidais mon chaser, mon runner, pardon. Et à plein de moments donnés, par les attitudes qu'avait Frédéric, les comportements ou ce qu'il disait ou ce qu'il manifestait dans la relation, ben ça m'aidait, moi, à évoluer. Donc, en fait, ce que je veux aussi transmettre dans ces podcasts à plein de moments donnés, c'est qu'en fait, nous sommes, nous sommes dans une relation interactive. En fait, nous, nous nous aidons mutuellement. Voilà, nous sommes comment dire ça, ce qu'incarne Frédéric mais nécessaire pour mon évolution. Alors ça, je sais que ça va piquer pour certaines personnes qui vont entendre ça. Parce que ce qu'incarne mon runner, c'est ce qui m'est nécessaire à des moments donnés. Ça m'est nécessaire pour ma propre évolution, hyper perso, hein. Mon évolution propre. Je parle même pas de la relation là. Et ben moi, il y a plein de choses que j'ai incarnées et que j'ai dites ou que j'ai faites, etc., qui étaient nécessaires pour mon runner, pour son propre cheminement en fait. Voilà. Donc nous sommes au service l'un de l'autre. Voilà. Et c'est ça la particularité pour moi de cette relation, dans l'intensité, dans une particularité très particulière, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a ce déclic-là, pour moi. C'est qu'on a le déclic que cette relation est au service de notre évolution personnelle. Voilà. Et que tant que nous fonctionnons, pour moi, dans une sorte d'attitude d'état de victimisation dans cette relation, que l'autre me fait quelque chose, l'autre, à cause de l'autre, je ressens ça, à cause de l'autre, je n'évolue pas ou je n'avance pas ou de cette vision assez classique du couple, cet ancien paradigme de vouloir être ensemble, vivre ensemble, euh, euh, de ce couple plutôt classique, et il n'y a pas de jugement quand je dis ça, mais eh ben, on est mort en fait, encore une fois, on est mort, parce qu'en fait c'est une relation qui est un chemin de, plus que dans toute autre relation, un chemin de guérison, un chemin d'évolution personnelle. Et tant que le chaser, et c'est ce que je remarque à plein d'endroits, ne se remet pas en question et sort de cet état de victimisation par rapport à son runner, eh ben, en fait, pour moi, vous êtes cuit. Les carottes sont cuites et vous allez faire du surplace. Il y a quelque chose qui fait que, bah oui, tant que vous entretiendrez un état de victimisation par rapport à ce que fait votre honneur, à ce que dit votre honneur, à ce que décide votre honneur, eh ben, en fait, vous n'êtes pas en train de faire un retournement vers vous et à prendre ce qui est en train de se passer. C'est quoi? Pourquoi est-ce que ça s'incarne comme ça chez mon runner? Pourquoi je vis ça? Pourquoi qu'est-ce qui se passe dans cette relation qui en fait est à mon service? Et tant que vous n'allez pas replonger à l'intérieur de vous, vous retourner vers vous pour se dire ben, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce qui m'est proposé et qui me permet en fait d'avancer sur mon propre cheminement intérieur en lien avec mes blessures, en lien avec X choses qui est tout personnel, et ben tant qu'on chope pas ce coche-là, pour moi, on se fourvoie. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que je veux vous transmettre. Et pour moi, dans ce que je viens de dire, il y a des clés très importantes. Voilà, donc je redonne la parole à Frédéric. Oui, bah, je voulais en témoigner d'à quel point, effectivement, moi, ça m'a aidé, par exemple, eh bien, justement,
ce lâcher-prise que tu incarnais. En particulier, moi, l'exemple qui me vient, et donc pendant ces moments où je, je générais des séparations, hein, pour le dire autrement, ben, où je me barrais, hein, en tant que runner, et de voir que, par exemple, tu ne demandais pas de nouvelles, etc. Qu'il y avait un vrai, là, comme un détachement, donc un lâcher-prise par rapport à ça, au fait que je me barre, à quel point ça m'a aidé, euh, même si c'était des fois de manière compliquée pour moi, hein. Je me souviens, donc, on reviendra peut-être d'ailleurs sur cette thématique de la nuit noire de l'âme, mais en 2018, c'est moi qui ai généré une séparation, mais le fait de ne plus avoir de nouvelles du tout et de savoir que tu étais engagé dans une autre relation, oui, voilà, moi, ça m'a aidé dans la souffrance, certes, mais à plonger dans cette nuit noire à fond et pour le coup, à m'introspecter, à revenir à moi, à me responsabiliser. C'est vrai qu'aussi, c'est clair que c'est vraiment chouette ce que tu as dit. C'est clair que tu m'as aussi beaucoup apporté à montrer qu'une des clés, c'était de se responsabiliser, hein, c'est clair. Moi, pour moi, ça a été un des plus grands déclics dans notre relation, mais dans ma vie en général, d'arrêter de rendre les autres en général coupables ou responsables de mes malheurs, que ce soit mes parents, mes compagnons, souvent mes proches quand même, évidemment, mais pas que, des fois même dans le boulot ou dans le milieu associatif, etc. Et de revenir à moi et d'inverser le truc, à quel point, mais c'est une clé énorme, quoi, et c'est transformateur à fond. Là, je voudrais justement sur le thème qu'on est en train de développer, là, sur le lâcher-prise, les attentes, etc. J'aimerais parler en tant que, évidemment, en tant que chaser. Il est dit dans le concept de flamme jumelle que le chaser est la partie éveillée en premier, et plus consciente que la partie runner, le côté runner qui est éveillé plus tard et qui est plutôt inconscient. Mais j'ai envie de vous dire, et moi je me le suis dit à moi-même, rapidement, quand quelques temps après que j'ai rencontré Frédéric, c'est puisque j'ai une conscience, je suis plus consciente, puisque je suis plus éveillée, alors je vais activer quelque chose justement de plus éveillé, de plus conscient dans cette relation. Et arrêter et être vigilante et arrêter de me mettre dans un état de victimisation. Parce que quand on est dans un état de victimisation, nous sommes plutôt dans une énergie d'inconscience et non éveillée. Tout simplement. Ça paraît, j'espère que ça va être capté ce que je suis en train de dire, parce que pour moi c'est très important. Puisque je suis un chaser éveillé en premier, la partie éveillée et plus consciente, alors ouvre encore plus ton esprit et tes perceptions quant à ce qui s'active dans cette relation et comment cette relation est à ton service et comment tu peux cette personne en face qui est ton runner que tu avec lequel et là pareil je vais parler pour moi hein, avec lequel tu as envie d'être et avec lequel tu ressens pour lequel tu ressens une envie d'être et beaucoup d'amour et un amour très particulier, ben, comment tu peux le matérialiser. Voilà, donc c'est pour ça que moi, assez rapidement, je me suis rendu compte que puisque il y avait plein de choses que je captais, que je voyais, et que je me rendais compte que Frédéric ne les captait pas et ne les voyait pas, j'ai vite compris dans cette relation particulière qu'il fallait que je lui laisse du temps. Il fallait que je lui laisse des temps d'expérimentation qui, moi, me paraissaient hallucinantes, enfin, pas compréhensibles, hein, mais je me disais, mais justement, par rapport à mon éveil intérieur et ma conscience, de me dire, ben oui, mais s'il a besoin d'aller vers ça, s'il a besoin de vivre ça, c'est parce que ça lui est nécessaire. Donc, faut lui la paix. Voilà. Et si il est dans une relation
avec toi, qui est vraiment cette fameuse relation de flamme jumelle, spirituelle, divine, et très particulière, et où il y a beaucoup d'amour, etc., à un moment donné ou à un autre, il est fort probable qu'il revienne vers toi. Mais effectivement, quand il partait, je n'étais pas dans l'attente qu'il revienne. Ça, c'est un truc de fou. C'est que je vivais ma vie, en fait. Et je pense que ça c'est une forme de lâcher prise qui a été presque, à cette époque-là, hein, plus inconsciente que consciente. Aujourd'hui, je peux en parler plus consciemment et l'expliquer, mais il est parti. Ça fait mal, hein, là, ça n'a pas été un parcours facile, hein, j'ai souffert, j'en ai pleuré à des moments donnés, j'en ai chié, hein, vraiment, des ronds de chapeau, à plein de moments donnés. Mais rapidement, je me disais, vis ta vie. Voilà. Vis ta vie et tu verras bien si un jour ou l'autre, il reprend contact avec toi. Et ce qu'il y a de fou, c'est que je ne lui envoyais pas de message. Je ne le contactais pas. Je savais où il habitait. Je n'allais pas le voir, etc., etc. Et que, assez rapidement et régulièrement, c'était lui qui reprenait contact avec moi par un petit message ou par voilà X choses. Voilà. Et puis parfois, on va pas aller dans les détails, parfois c'était au bout de 3 mois, parfois au bout de 6 mois, parfois au bout d'un an, parfois au bout de 3 semaines, ça dépendait, parce que des séparations, on en a eu plein, plein, plein. Et ce que je veux finir aussi là-dessus, bon ça c'est un peu mon leitmotiv dans ce podcast, je veux finir, mais c'est que pourquoi à un moment donné j'en suis arrivée à lui lâcher les basques et à lui foutre la paix? Parce que il y a tout un temps où je ne lui ai pas laissé les basques et je ne lui ai pas foutu la paix. C'est-à-dire que j'allais frapper à sa porte pour essayer de parler avec lui, pour, euh, et même quand il me disait non, je ne veux pas t'ouvrir, je ne veux pas parler avec toi, etc. Moi je lui disais, mais tu sais Frédéric, c'est en communiquant qu'on va réussir à avancer dans notre relation, etc. Ce qui n'était pas faux, hein. Mais en fait, c'était pas mûr, c'était pas là. Donc là, moi, j'étais pas dans le lâcher prise. Et je me rendais compte que plus je faisais ça, et plus, en fait, il s'éloignait de moi, et plus cette relation était en crise. Donc, comme j'ai vu à plusieurs reprises que je ne lâchais pas prise, je m'en suis rendu compte, et que en fait, ça ne donnait pas du bon grain et des bonnes choses. Et assez rapidement, je veux dire, peut-être dans la première année où on s'est rencontrés, j'ai lâché prise. J'ai laissé tomber, en fait. Je me suis dit, il se barre, qu'il se barre. Il veut pas me parler, on ne parle pas, etc., etc. Mais c'est confrontant, hein, d'aller sur ce chemin-là, c'est confrontant. Et moi, je me suis rendu compte que, je te redonne la parole, hein, Frédéric, dans quelques instants, et je me suis rendu compte à quel point, moi, ça m'a été utile, apprendre à lâcher prise, apprendre à être beaucoup moins dans l'attente, apprendre à lâcher les baskets à mon hôte, à mon runner, parce qu'en fait, j'étais quelqu'un qui avait à aller vers plus d'indépendance affective, à aller vers plus euh, à relationner différemment avec un autre, en fait, à être moins dans la fusion, à être moins dans le. Vous voyez, j'ai encore du mal à trouver les mots. C'est clair pour moi à l'intérieur de moi, mais à le mettre en mots, c'est pas si évident que ça. Mais à être moins dans une relation de dépendance, en fait. Et si Frédéric n'avait pas incarné, si mon runner n'avait pas incarné ces énergies-là à plein de moments donnés, de je te jette, je t'abandonne, je me casse avec une autre, etc., eh bien en fait, j'aurais pas été jusqu'au très fond de mes entrailles pour aller rencontrer cette blessure profonde d'abandon, de rejet, mais aussi d'idéalisation de la relation, quand on est en relation avec quelqu'un qu'on aime, il y a une forme de fusion, une forme de dépendance affective, etc., etc. Enfin voilà, donc je m'arrête là, je te repasse la parole. Ouais, moi, il y a vraiment deux choses qui me viennent. La première est que je vais déjà rappeler, comme toi, que évidemment, je ne vais pas généraliser sur les runners. En tout cas, moi, en tant que runner, c'est clair qu'au début, j'ai, de la relation, j'avais une sensibilité énorme par rapport dans mes relations avec les femmes en général, sur le fait de me sentir brimé dans ma liberté, contraint, forcé, etc. Et c'est clair que, comme tu l'as si bien dit, même si tout ce que tu disais était juste, ne serait-ce que par exemple, il faut qu'on parle, ça ne peut être qu'aidant de parler, évidemment, en théorie, oui, mais à l'intérieur de moi, c'est tellement euh, sensible ce sujet d'être, voilà, qu'on m'impose des choses que ben, je me rappelle, mais à l'intérieur de moi, ça criait, ça hurlait.
Et des fois, ça s'exprimait d'ailleurs en hurlant, mais lâche-moi, lâche-moi. Il y avait vraiment un truc super violent, mais déjà chez moi-même, hein, et qui se manifestait des fois par ces hurlements, quoi. Lâche-moi la grappe, quoi. Et donc peut-être que oui, enfin certainement, on sait entraider, hein, comme l'a si bien dit Muriel, et moi, ça me parle énormément aussi, hein. Et la deuxième chose qui me vient en t'écoutant, c'est oui, le lâcher prise. Encore une fois, c'est pas que chez le chaser. Moi, en tant que runner, c'est pas parce que je me barrais régulièrement, comme Muriel l'a dit, il y a eu beaucoup de séparations, la plupart générées par moi, que je lâchais prise. C'est pas parce que je m'en allais que je me fichais de tout. Et vous l'avez compris, j'étais attaché au j'étais attaché au concept, donc souvent je me barrais pour comme accélérer le processus, oui, mais parce qu'on en parle, hein, dans ce concept, oui, les séparations sont des moments importants, c'est même la clé. Il faut donc en gros, bon, bah, allez, bah, moi, du coup, je vais me séparer, quoi, et puis je vais revenir sur moi-même. Ça a été d'ailleurs un des excès, hein, je disais, pour moi, c'était un des shifts principal dans cette vie-là, c'est de revenir à moi, me responsabiliser. En même temps, je pense que je l'ai fait avec excès au départ. C'est-à-dire, c'était du genre, je remettais tout en question, il fallait tout remettre à zéro, et tout recommencer, quoi. Tout reconstruire. Il y avait rien qui était bon, quoi. Tout était acheté et à recommencer, et à bosser, et à épurer, et à nettoyer, et à guérir. Bah, moi, pour le coup, je me lâchais pas la grappe, là, à moi-même. Et ça aussi, ça a été finalement un une évolution chez moi d'apprendre aussi à me lâcher un peu la grappe. Et oui, OK, effectivement, il y a des choses à changer, mais maintenant, prends le temps et puis, voilà, attends que les expériences de la vie t'offrent ces opportunités-là, sans forcer le processus. Voilà. Oui, de toute façon, je voulais développer un peu ça aussi. Le temps est nécessaire. Nous avons besoin de temps. Il y a un certain rythme et qui est particulier, d'ailleurs, même dans un couple de flammes jumelles, qui n'est pas le même chez le runner et le chaser, qui n'est pas le même tout simplement parce que nous sommes des êtres humains, runner ou chaser, peu importe, j'ai envie de dire, mais en tous les cas, remarquons que nous avons besoin de temps et que les changements auxquels nous voulons accéder, personnellement, individuellement, eh ben, ça demande du temps de conscientisation, de compréhension, puis après de le faire descendre dans la matière, dans notre incarnation, dans nos relations avec soi-même, avec les autres, etc., etc. Bon, et pour moi, de toute façon, nous allons travailler sur le changement et sur notre évolution jusqu'à la fin de notre vie. Nous allons être des cheminants jusqu'à la fin de notre vie. Nous n'atteignons pas à un moment donné le haut d'une montagne, un saint Graal, et que en fait, nous sommes totalement dans la complétude, dans l'équanimité, dans l'amour inconditionnel, et que nous sommes des Bouddhas incarnés. Moi, j'ai envie de vous dire, arrêtons de raconter des conneries. Arrêtons d'écouter ce type de conneries. Et oui, moi j'ose parler comme ça parce que ça fait longtemps que ça me saoule, personnellement, et nous sommes des cheminants. Nous allons continuer à cheminer et nous allons régulièrement nous reprendre les pieds dans les tapis et nous péter la gueule ou nous déséquilibrer parce que nous allons nulle part, nous n'atteignons rien de particulier. Et tant que nous sommes dans cette vision-là et cette croyance-là, c'est une croyance pour moi qui est hyper limitante et qui quelque part, nous empêcherait de continuer à cheminer en pensant qu'on est arrivé quelque part. La complétude, franchement, moi j'en entends parler en long, en large, en travers, à travers certains audios que j'ai pu écouter sur YouTube, sur les gens qui parlent sur les flammes jumelles, sur ces fameux chasers qui ont atteint la complétude. Ouais, ben, je suis bien contente pour eux, mais en même temps, déjà, c'est quoi la complétude, déjà, premièrement, hein, on pourrait tous donner un avis là-dessus, hein, qui est très personnel. Hein. Et quand on n'est plus en contact avec son runner au quotidien, ou moi qui vis avec mon runner, eh bien, oui, il y a des moments donnés, je me sens dans la complétude et je me sens OK. Et il y a plein de moments donnés où ben, cette relation continue à me confronter et c'est pas OK. Et je me sens pas dans quelque chose de complet.
Et parfois, je suis seule, je me sens complète, et parfois, je ne suis pas avec. À ces moments-là, je ne suis pas avec mon runner et je me sens pas complète. Et parfois, je suis avec mon runner, je me sens complète. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, j'arrête, je mélange un peu les pinceaux, mais comprenez, c'est euh, arrêtons de se raconter des conneries, quoi. Voilà. Tu peux pas être toujours dans la mort inconditionnelle tout simplement parce que tu es un être humain, que tu sois dans une relation de flamme jumelle ou pas. Et même dans une relation de flamme jumelle, parfois, moi je sens vraiment que j'aime profondément Frédéric et que, et oui, je lui ai pardonné plein de choses, j'ai résilié sur plein de choses, et etc., etc. Donc il y a un amour quand même qui touche à l'inconditionnel à des moments donnés. Mais enfin bon, à plein de moments donnés, je l'aime sous condition, hein, parce que je suis une être humaine en fait. Voilà. À plein de moments donnés, euh, je, euh, comme je le disais tout à l'heure, je me sens complète ou dans une forme de complétude, et à plein de moments donnés, je me sens dans un état de déséquilibre et un peu incomplète, quoi. À plein de moments donnés, je lâche prise, à plein de moments donnés, je sens bien que je tiens la prise. À plein de moments donnés, j'attends pas rien, plus rien, et à plein de moments donnés, je peux me rendre compte que bah si, j'ai quand même les attentes par-ci par-là quand même, hein, si je me regarde vraiment en face. Bon, voilà. Et je voulais revenir aussi sur la fuite du runner, tous ces moments où les chasers se plaignent de cette énergie fuyante chez leur hôte. Et à quel point, ben oui, moi je l'ai vécu aussi, tous ces moments où tu souffres en tant que chaser parce que ton runner se rebarre, il est revenu, putain, il se recasse. Tu penses qu'il y a des choses qui ont changé, puis en fin de compte, non, il n'y a pas Graillot qui a changé, malgré qu'il revient vers toi, il te dit, ah mais si, mais ça j'ai compris ça, et puis, mais tu sais, je sais à quel point tu es importante pour moi. Là, je parle pour moi, hein, la relation avec Frédéric, hein, je ne fais pas une généralité sur ce que vous vivez vous, je parle de comment Frédéric me parlait à des moments donnés. C'est, mais si, mais ça j'ai compris, puis tu sais, il n'y a qu'avec toi, et ça, j'ai changé à ce niveau-là, etc. Et puis, moi, j'avais envie de repartir dans cette relation. Donc, je lui disais, bah, ok, oui, moi, j'ai envie d'être avec toi. Donc, voyons voir. Et puis retentons le coup. Et puis, hop, recasse-gueule. En fin de compte, je me rendais compte qu'il n'y avait pas tant de choses que ça qui avaient changé. Et puis, bla, bla, bla. Mais à un moment donné, quand même, mais ça m'a pris du temps. Si, mais pourquoi tu es en contact avec un fuyant comme ça? Eh bien, si tu te retournes vers toi, si tu reviens vers toi, si tu te remets en question, si tu t'introspectes entre toi et toi-même, pourquoi est-ce que la vie me fait côtoyer un fuyant comme ça? Ben, il est fort probable que toi aussi tu sois fuyant sous autre forme, à un autre niveau en toi, mais qu'en fait ça t'arrange bien d'être en contact avec un fuyant. Soit pour, alors il y a plusieurs pistes, hein, et ça c'est à vous de trouver pour vous-même. Mais moi les questions que je m'étais posées, c'est, ben, ça me permet d'entretenir un certain état de victimisation chez moi à cause de lui, et parce qu'il s'engage pas, ben, du coup on peut pas vraiment construire cette relation. Il est tout le temps en train de se barrer, voilà, ou aller vers une autre nana, ou etc. Oui, mais est-ce que toi, et c'est des questions que je me posais, bon, est-ce que toi vraiment tu prends tes responsabilités du coup? Est-ce que ça t'arrange pas un peu d'entretenir cet état de victimisation à cause de l'autre? Tu vis ça à cause de l'autre, tu es comme si et tu ressens ça. Première piste que moi j'ai explorée, ben, rapidement je me suis rendu compte que bah oui, quelque part, très inconsciemment sur le moment, mais ça m'arrangeait bien. Parce que du coup, je ne prenais pas mes responsabilités. Et surtout, les premières responsabilités, c'est même pas envers l'autre et envers la relation, c'est envers soi-même. C'est va creuser à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu as à comprendre? Qu'est-ce que la vie dans cette relation est en train de te proposer qui va t'aider à pacifier peut-être une blessure ou peut-être plusieurs, ou à être plus autonome ou à être plus épanoui dans ta vie en fait. Et c'est pas facile hein, parce que ça fait souffrir à plein de moments donnés cette relation. On le voit pas tout de suite, on n'arrive pas à déterminer les choses tout de suite, à faire du sens immédiatement, etc. Moi aussi j'ai souffert hein, à plein de moments donnés. Mais en tous les cas, et puis je me suis rendu compte que ce côté fuyant chez Frédéric, chez mon runner, ben moi ça m'a fait vachement bosser mon aspect contrôlant chez moi. Et un runner était aussi très contrôlant. Mais un chaser, il est beaucoup aussi contrôlant. Donc je me suis rendu compte que dans cette relation, ben non, je ne pouvais pas contrôler mon runner. Et si plus je cherchais à le contrôler, plus je cherchais à lui courir après, et plus en fait c'était foireux et merdique. Voilà. Bon bref, donc j'aurais encore plein de choses à dire là-dessus, mais remettez-vous en question. Et quand on parle de je finis là-dessus, quand on parle de ce fameux runner qui ne s'engage pas et ne s'engage jamais et que voilà, bref, oui, soit. Ben, en même temps, est-ce que toi, en tant que chaser,
sur moi les années que je viens de passer en arrière, est-ce que j'étais vraiment prête à m'engager? Vraiment. Oui, je courais après pendant une première année. Oui, j'étais éveillée, oui, plus consciente, oui, ceci, oui, cela, tatati, tatata. Mais je me suis rendu compte, et il n'y a pas si longtemps que ça en arrière, c'est qu'en fait, moi aussi, j'avais un problème avec l'engagement. Et que j'étais pas si prête que ça à m'engager vraiment et à devenir la compagne au quotidien de mon runner en tant que chaser. Voilà, et je m'arrête là, et ça, c'est des trucs, Frédéric, tu rebondis sur ce que tu veux, sur ce que je viens de dire, évidemment, mais c'est des trucs de toute façon, à un moment donné ou à un autre, on en reparlera dans d'autres podcasts, de toute façon. Ouais, pour moi, s'il y a vraiment une chose qui est maintenant très claire et qui l'était évidemment pas du tout au départ, c'est si on a une chose en commun, nous, les runners et les chasers, et je dirais même tout le monde en fait sur cette planète Terre, c'est une trouille, une trouille en lien finalement avec s'engager, hein, la trouille de s'engager vraiment, parce que on a la trouille de d'être séparé à nouveau justement et de souffrir en fait. Et oui, je pense aussi, je te rejoins Muriel, que ça arrange pas mal de chasers justement, que ce soit finalement des fois le runner qui prenne cette décision là de la séparation. Moi qui ai regardé beaucoup de vidéos et qui donc me suis intéressé beaucoup, j'ai vraiment plongé dans le concept, j'ai remarqué aussi, et maintenant ça mérite un peu, je l'avoue, de l'entendre encore, tous ces chasers qui justement, je vais le dire comme ça, moi, se la pètent un peu quand même, vont dire bah, justement, je suis dans la complétude, moi maintenant je suis ceci, cela, puis en même temps, ils sont pas en réunion. Et c'est facile, évidemment, quand tu es séparé, quand t'es pas confronté par ton jumeau, c'est facile hein, de dire ceci, cela. Et moi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, oui, quelque part, des fois, dans cette fuite, il y avait cette idée-là aussi d'aller chercher la facilité dans une autre relation beaucoup moins confrontante. Je parlais même des fois de prendre des vacances tellement c'était confrontant d'être en relation avec Muriel. Oui, ça me faisait avancer, mais des fois trop, et c'était trop épuisant, trop accaparant à tous les niveaux, en temps, en énergie, etc. Et donc, il fallait que je souffle un peu, quoi. Donc, ce que je voudrais dire par rapport à ce que vient de dire Frédéric, oui, à un moment donné, en fait, dans cette relation des deux parties, des deux côtés, on a besoin de séparation, en fait. Parce que cette relation, que ce soit du côté du runner ou du chaser, c'est une relation qui est très confrontante. Et elle est très confrontante à quel niveau? C'est pas tant qu'on passe beaucoup de temps ensemble et que parce qu'on dédie beaucoup de temps l'un à l'autre, etc. C'est pas ça. Ce qui est très confrontant, c'est que quand on est en contact avec sa flamme jumelle, il y a des blessures, des choses qu'on transporte depuis longtemps en soi, bien avant de rencontrer sa flamme jumelle, et qui surréagissent. C'est ça qui est épuisant. Et c'est ça qui, en fait, on a besoin de ces séparations parce que c'est très intense et on a besoin de ces périodes de séparation nous permet, que ce soit du côté du runner ou du chaser, oui, de prendre des vacances, soit à un certain niveau. Et je vois de quoi tu parles, Frédéric. Moi aussi, il y a des moments donnés, ça me faisait des vacances qu'on ne soit plus ensemble, clairement. Mais parce que, en fait, dans ces moments de séparation, c'est dans ces moments-là qu'il y a des, il va y avoir des moments d'introspection, de remise en question, de cheminement, en fait. Et des fois très inconsciemment, pas toujours consciemment. C'est ça aussi, le lâcher prise aussi dans cette relation. C'est pas toujours chercher à faire avancer les trucs, pas toujours chercher à aller extirper des trucs à l'intérieur de soi, pas toujours. Parce qu'il y a aussi plein de choses qui se font et qui mûrissent et qui maturent inconsciemment. Et ça, c'est très, c'est dans la matière humaine, ça se passe comme ça. On n'a pas toujours besoin de donner du sens à tout, d'aller tout analyser, etc. Mais pour moi, ce qui est très confrontant dans cette relation de flamme jumelle et ce qui est très intense, c'est en fait que les blessures que nous transportons ou les choses que nous avons mal vécues par le passé, etc., qui font partie de notre histoire personnelle, de l'histoire de notre âme, etc., ben à ce moment-là, quand on est en relation dans une flamme jumelle, on ne peut plus remettre les choses sous le tapis. Donc à un moment donné,
même avec toute la bonne volonté du monde, de vouloir être avec son hôte, que ce soit de la part du runner ou du chaser, et je parle aussi des chasers qui sont en train de crier par monts et par vaux, qui veulent absolument être avec leur, comment dire ça, que eux, ils ont compris les choses, qu'ils veulent aller vers la réunion et qu'ils attendent que leur runner. Là, je fais une généralité, hein, tous les chasers sont pas comme ça, toutes les relations de flammes jumelles sont pas comme ça, mais et que en fait, voilà. Mais non, en fait, c'est que ça fait bosser des deux côtés, mais gravos, quoi, de façon très importante. Et il y a besoin de ces séparations pour avoir des temps de respiration, des temps de retournement vers soi, des temps de vacances, oui, et des temps d'introspection et des temps de pause qui sont nécessaires pour moi et dans cette relation de flamme jumelle. Voilà, j'ai fini. Ouais, et des temps d'intégration, je pense, je te rejoins complètement. Merci de rappeler que oui, c'est utile des deux côtés. Euh, Moi, je, je voulais revenir par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est comment le lâcher prise finalement aide la réunion, puis on le voit finalement des deux côtés. Pour moi, c'est clair, personnellement. Ce qui m'a d'abord et avant tout aidé, c'est de lâcher prise par rapport à moi-même. Donc, vous l'avez compris, à un moment, je suis allé à fond je voulais absolument être dans une forme de perfection. Et effectivement, comme je suis tombé dans le concept euh, chercher la complétude, enfin voilà, vraiment une forme de perfection, quoi, pour être nickel, plus blanc que blanc, pour qu'enfin la réunion puisse être possible, quoi. Et, et ça me mettait une forme de pression comme une barre vraiment beaucoup trop haute, impossible à franchir de toute façon. Et là, c'est clair, hein, moi, rendons à César ce qui appartient à César. Là aussi, c'est toi qui m'as apporté plein de billes et par le modèle, comme tu le disais, juste par ton comportement. Comment toi, tu sais comment naviguer, surfer sur ton humanité, quoi. Comment, ben oui, tu as encore des fois, comme tu le disais, dans le contrôle, des fois dans la réaction, etc. Et parce qu'on est humain. Et moi, ça y est, à un moment, je l'ai compris. Maintenant, je commence à l'intégrer et aussi à le pratiquer au quotidien. Et je me suis vraiment, le fait d'avoir lâché prise là-dessus, sur bah, il faut que ce soit comme ci, comme ça, parce que c'est quand même bien le problème du concept. Moi, j'insiste là-dessus et je sais de quoi je cause tellement je suis tombé dedans. Et que enfin, maintenant, de m'être libéré de ça et de comprendre que ben non, en fait, ce qui facilite la réunion, c'est pas tant d'arriver à une perfection, c'est maintenant de savoir beaucoup mieux d'être à l'aise avec ça, en fait. Oui, j'ai encore des moments de réaction. Et puis, plus je le fais avec moi, plus je l'accepte aussi chez l'autre. Plus quand Muriel, elle est aussi là-dedans, eh ben, c'est OK, quoi. Parce qu'avant, je supportais pas, moi, ça au début, qu'elle puisse être naturellement dans la réaction, montrer ceci, cela, justement, ne pas être dans une forme de perfection, ça m'irritait. Je la jugeais, en fait. Alors que maintenant, c'est aussi complètement OK, évidemment, de le constater chez elle. Moi, de mon côté, pour finir, je voudrais dire que tant que dans cette relation, dans ce couple de flammes jumelles, tant que des deux côtés, on n'a pas fait un certain job avec nous-mêmes, un certain travail sur nos blessures, sur nos réactions, sur notre monde intérieur, chacun de notre côté, et surtout en lien avec nos blessures, hein, c'est ça qui nous fait réagir dans la relation, c'est ça qui... Tant qu'on n'a pas fait un retour vers soi et qu'on n'a pas bossé sur ses blessures, pour moi, et de le faire au quotidien, c'est-à-dire de le faire avec soi-même, d'être en train de le conscientiser le plus possible, je dis au quotidien, mais le plus possible dans toute relation, en fait, dans sa vie au quotidien, mais aussi dans la relation avec son runner. Moi, je parle en tant que chaser, quand on est en contact avec lui. Ce qui me fait réagir chez lui, ce qui me blesse, dans les comportements qu'il a qui me blessent, dans les actions qu'il mène qui me font souffrir, etc., ça parle de quoi chez moi? Ça vient me toucher à quel endroit? Et c'est en lien avec quelle blessure et comment je peux m'accompagner dans ce processus, comment je peux m'aider à pacifier certaines de mes blessures, etc., etc. Et souvent, on a besoin d'un accompagnant, d'un thérapeute pour faire ça. Parce que tout seul, c'est souvent très compliqué de le faire tout seul. Donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais
Et une fois qu'en fait, il y a eu tout un cheminement avec soi-même, toute une prise de responsabilité au niveau de ses blessures, de ce qui nous fait réagir chez l'autre, de ce qui s'élève dans cette relation, qui nous met en difficulté, etc., etc. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de faire ce job-là. C'est pas en un mois, c'est pas en 2 mois, c'est pas en 2 jours. Et puis il y a plusieurs étapes. Il y a je conscientise, je comprends, je fais le boulot avec moi-même et j'intègre les choses. Et après, une fois que je suis en contact avec mon runner ou le runner avec le chaser, je l'incarne le truc et je danse avec ça quand je suis en relation. Mais tout ça, c'est un parcours en fait. Voilà, c'est un parcours. Et une fois que ça c'est fait, et je le répète exprès, je le répète, c'est un long parcours. D'aller pacifier des choses à l'intérieur de soi et d'être conscient quand on réagit que l'autre n'est pas responsable de ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes, mais il est simplement un déclencheur, un projecteur de ce qui n'est pas encore pacifié chez soi. Et bien à partir de là, on peut, pour moi, rentrer vraiment en réunion. Et c'est pas parce qu'on l'a désiré cette réunion, c'est parce qu'on l'a voulu, c'est parce qu'on a fait ça pour ça, c'est parce qu'en fait naturellement elle va arriver entre ces deux, entre runner et ce chaser, il y a une réunion qui va arriver, mais qui va arriver naturellement. Et c'est bien ça l'une des particularités de notre parcours avec Frédéric, c'est que moi je me suis rendu compte qu'en fait il y a tout un tas de choses que l'on a vécu, qui était nécessaire. On a dansé avec tout ça, avec beaucoup de difficultés, avec plein de moments donnés, avec beaucoup de souffrances de part et d'autre, avec beaucoup d'incompréhension, avec plein de choses qu'on développera certainement au fur et à mesure dans nos podcasts. Mais que ça a été, on n'a pas pu les éviter, ça. C'était nécessaire pour qu'à un moment donné, ben, il se passe ce qui se passe entre nous depuis 2 ans. Mais j'ai envie de dire, même quand ça s'est passé par le passé, moi, j'avais pas spécialement le désir d'atteindre la réunion, ou j'avais pas spécialement le désir un jour d'être vraiment en couple avec Frédéric. Moi, il y a plein de moments donnés où ça a été le blackout total, où j'ai eu d'autres relations, où j'ai même ça me fait encore halluciner aujourd'hui, où j'ai même oublié Frédéric. Je savais qu'il existait, je savais que j'avais une relation avec lui, et quelque chose de particulier dans cette relation, mais où j'ai vraiment pu tellement lâcher prise et me laisser aller dans mon propre flot de ma vie que je ne pensais plus à lui. Je ne pensais plus à mon runner, je n'attendais plus rien du tout. Et ça, je pense que ça a été très aidant, mais très inconsciemment à ce moment-là, pour qu'à un moment donné, on se retrouve et que l'on se réunisse, comme on est réunis depuis 2 ans et qu'on est en train de construire une vie commune, on vit la plupart du temps ensemble, on construit on est en train de construire depuis 2 ans des projets ensemble qui sont vraiment en train de se matérialiser, etc. Tout ça, ça n'était pas possible avant. Il fallait il fallait qu'il y ait un nettoyage, une épuration de nos blessures, mais chacun de notre côté. Et bon, bref, donc je m'arrête là-dessus. J'avais besoin de préciser ça sur la fin de ce podcast. Et voilà, donc moi personnellement, je vous dis à bientôt et à bientôt dans un autre podcast. Oui, donc moi aussi, hein, je sens que j'ai dit l'essentiel par rapport au thème d'aujourd'hui. Et donc là, l'envie me vient de résumer un peu en tant que runner. Pour moi, donc, si comment lâcher prise pour faciliter la réunion? Bah déjà, effectivement, en arrêtant de l'attendre, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, surtout, comme l'a très bien dit Muriel, en revenant à soi et en même temps sans donc en se lâchant aussi la grappe, hein, sans chercher à être parfait, à être dans l'amour inconditionnel, toujours, à être dans la complétude sans chercher quoi que ce soit, et plutôt en se focalisant en effet sur bah, comment, des choses très concrètes dans Heu, le relationnel. Comment je peux m'y prendre quand, ben, j'observe que ceci se passe, que je réagis pour, m'en sortir, pour m'y prendre autrement et cetera et pour donc, oui, faciliter l'incarnation et non pas, le parler sur, l'incarnation concrètement de la réunion, tous les 2. Voilà, ben, j'espère d'ailleurs que nos, podcasts vous aident pour cela.
je vous avoue et on vous informe, bon, je le fais du coup moi-même, hein, Muriel, que ben, on réfléchit d'ores et déjà avec Muriel sur aussi la création d'une formation qui pourrait justement vous aider à cheminer et peut-être donc à vivre la réunion avec votre autre. Et donc, on espère pouvoir vous proposer ça le plus rapidement possible. Et puis, je rappelle que cette chaîne podcast, on la veut interactive, donc merci de nous soutenir avec, oui, votre abonnement et les j'aime, c'est toujours utile pour le développement de la chaîne et aussi vos commentaires, vos questions, puisqu'on a envie de faire quelque chose, parfois des lives même, de répondre à vos questions. Voilà, à très bientôt dans un prochain podcast. Oui, et je voulais rajouter que tous les, tout ce que l'on partage sur cette chaîne parlera à des personnes et ne parlera pas du tout à d'autres personnes. Même si tout le monde est en flamme jumelle dans les personnes qui écouteront ces podcasts. Et donc, je demande à ce que si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas sens pour vous, ce n'est pas un lieu où, en fait, où on va essayer de se convaincre de quoi que ce soit, que quelqu'un dise la vérité et que d'autres non, que nous avons un discours où nous détenons la vérité. Pas du tout. Vous avez bien compris qu'on partage une expérience unique de notre parcours de flamme jumelle. Si ça vous parle, continuez à être sur cette chaîne. Si ça ne vous parle pas, il y a plein d'autres chaînes où vous pouvez entendre des choses sur les flammes jumelles qui peut-être vous parleront plus. Je demande à ce que les échanges sur les commentaires, etc., soient courtois euh, et, euh, et, et constructifs. Et si ça n'est pas le cas, en fait, les commentaires seront enlevés, je vous le dis à l'avance. Voilà. Parce qu'on veut être dans une ambiance sur cette chaîne où on échange, où on interagit, où on s'aide les uns les autres et on partage des choses qui peuvent être aider les uns les autres et que ce soit constructif. Voilà, voilà. Donc à bientôt, au revoir. À bientôt.